Bienvenue à cette conférence de presse. Bonjour aussi aux personnes qui nous suivent en live streaming sur le site, via le site du Presse Club. Et on sait qu'ils sont nombreux, tant en Belgique, en Europe, mais surtout au Congo. Et nous saluons toutes les personnes en ligne. Voilà, alors on vous a invité à cette conférence de presse, et permettez-moi de l'introduire, avec le titre « La tête de journaliste mise à prix par la RDC ». Et effectivement, c'est assez surprenant et en tant qu'avocat en droit international, fort impliqué dans la défense d'opposants et de défenseurs et défenseuses des droits humains au Congo, je passe de surprise en surprise en voyant l'évolution et la dérive autoritaire du pouvoir congolais actuellement en place, où on passe donc de surprise en surprise et ici à une mise à prix, comme vous avez pu le voir dans le communiqué du ministre de la Justice, garde des Sceaux et ministre d'État Constant Mutamba, qui, dans un communiqué, a mis la tête de nos clients, Maître Hervé Diakiese, que vous connaissez toutes et tous, avocat au barreau de Matadi, au barreau de Paris, et mon client, donc il y a Pero Luara et Irenge Bailenge, pour 4 millions de dollars. J'ai cru qu'il y avait des zéros en trop, mais donc bien 4 millions de dollars pour toute personne qui pourra fournir des informations menant à l'arrestation de Pero Luara et Irenge Bailenge. À peine 1 million de moins, si j'ose dire, que les 5 millions de dollars offerts à toute personne permettant l'arrestation de Corneille Nangaa, Bertrand Bissimois et Sultani Makenga. En mettant à prix la tête des journalistes, ils collent une cible dans le dos de nos clients, qui n'ont fait que leur travail de journaliste. En guise d'introduction, j'ai envie de rappeler que s'en prendre aux journalistes, et c'est partout pareil dans le monde, est toujours le signe d'un pouvoir faible et autoritaire à la fois. Et j'ai envie d'ajouter, en fin de règne. Ça fait partie un peu des mesures du désespoir pour essayer de faire taire des voix qui déplaisent. En mettant ces sommes astronomiques sur leur tête, 4 millions de dollars, comme je le disais, c'est leur coller une cible dans le dos, c'est mettre leur vie en danger. Mais en guise d'introduction, j'ai envie d'insister sur le fait que cela en dit beaucoup sur leur rapport à l'argent du Congo, dans le chef des autorités. Et j'insiste en disant leur rapport à l'argent du Congo, parce que ce n'est pas leur argent. L'argent du Congo ne sert pas les Congolais. Le pillage des ressources naturelles du Congo est surtout l'œuvre du clan autour de la présidence, la famille, les proches. Cela sert à leur enrichissement personnel et l'argent du Congo devient un outil pour se maintenir au pouvoir. Un outil pour se maintenir au pouvoir, un outil pour s'acheter une majorité au Parlement, un outil pour payer une cour de fidèles autour de soi, et maintenant un outil pour financer l'élimination des voix critiques, comme ici avec Pero Luara et Irenge Bailenge, des journalistes dont la voix visiblement dérange. Je ne dois pas être le seul qui pense aujourd'hui à un père qui doit se retourner dans sa tombe, voire y faire la toupie, en voyant son fils salir son nom d'opposant, en faisant exactement tout ce que lui a toujours dénoncé, tout ce que lui a toujours combattu. Voilà pour l'introduction. Je passe la parole à mon estimé confrère Hervé Diakiese, donc qui est l'avocat de Irenge Bailenge, qui pourra nous expliquer, notamment en droit congolais, les tenants et aboutissants de ce nouveau rebondissement. On sait que
les nouvelles qui nous viennent du Congo et ce qui se passe au Congo chaque jour ont leur rebondissement, mais ceci méritait ce point presse et je vous passe la parole, chers confrères. Merci beaucoup, chers confrères. Mesdames et messieurs, bonjour. Et encore au nom de mon client et au nom de nos deux clients, nous vous remercions d'avoir pu disponibiliser de votre temps. Vous comprenez bien que pour des raisons évidentes, ils nous suivent, mais ils auraient bien voulu être ici. Mais aujourd'hui, comme l'a dit mon confrère des Soifs, on a collé une cible sur leur dos, voire sur leur front, et ce n'est plus possible pour eux de s'émouvoir. C'est déjà l'une des conséquences de cet acte posé par l'État congolais, par l'entremise de son ministre, qui aurait dû être de la justice et garde de sceau. Et justement, mon propos va s'articuler sur 3 petits points. Le premier, c'est de démontrer l'illégalité manifeste et les caractères arbitraires de cette mesure. Le deuxième, c'est d'en démontrer les conséquences. Déjà là, en liminaire, je l'ai abordé de manière implicite sur la vie de nos clients. Et le troisième, c'est de démontrer en quoi cela engage la responsabilité personnelle du ministre Constant Mutamba d'une part, mais aussi de l'État congolais d'autre part. Cette mesure est illégale. Elle l'est d'abord parce qu'elle n'a aucun fondement juridique dans le code de procédure pénale congolais. Il n'existe pas un acte qui est caractérisé par un communiqué des services du ministre de la Justice, qu'il relaie lui-même par son compte Twitter, dans lequel il lance un appel à la délation. Et qu'en plus, il puisse le caractériser ou le conditionner par une récompense aussi faramineuse. Et ça m'étonnerait même qu'il existe une rubrique budgétaire dans le budget congolais qui prévoit une prime à la délation en matière pénale. En réalité, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, agit par arbitraire. Il se substitue au parquet, qui est l'autorité qui a le monopole de poursuite, et qui lui-même, en tant que ministère public, est soumis à l'autorité de la loi. Lorsqu'on est à la recherche, j'aimerais même entrer dans une logique par impossible des fugitifs, le parquet et les services qui dépendent de lui disposent d'une mesure d'avis de recherche, ou à défaut d'un mandat d'amener. Vous verrez bien que le communiqué auquel fait allusion mon confrère, donc le communiqué du ministre Constant Mutamba, n'est ni un avis de recherche, ni un mandat d'amener, et ne s'articule ou ne se fonde sur aucune disposition de la législation congolaise, même par extension. Et c'est un acte sans précédent. C'est bel et bien une mise à prix. Et une mise à prix de la tête des citoyens congolais, c'est une atteinte à leur droit à la vie. Et c'est là qui me permet d'aborder l'autre aspect lié à la dangerosité de cette mesure. Dès lors qu'elle n'est pas légale, dès lors qu'elle n'a aucun fondement dans la législation congolaise, dès lors qu'elle constitue un acte arbitraire de substitution aux prérogatives des autorités judiciaires par une autorité politique, cette mesure a la particularité, c'est qu'en dépit de son illégalité, elle est effective. Elle est effective parce qu'elle s'adresse contre des personnes qui ont dû, du fait de l'hostilité de la vindicte de ces régimes, se soustraire à ces pays et à aller solliciter une protection étrangère dans les pays de l'espace Schengen. Et que les motivations de leur fuite étaient tellement fondées que ces personnes ont bénéficié immédiatement de la protection internationale de ces États. Donc ceci actualise davantage la réalité de leurs craintes. Mais avec ceci des particuliers, c'est que cette mesure de mise à prix peut s'exécuter et elle s'adresse à toute personne, sans discrimination. Donc, y compris des individus
qui n'ont pas forcément besoin de s'assurer de la légalité d'une telle démarche. C'est peut-être pour cela que cette mesure n'est pas passée par les parquets. C'est peut-être pour cela que cette mesure n'est pas passée par les voies habituelles des commissions rogatoires ou des demandes d'extradition. C'est parce que, intrinsèquement, ceux qui l'ont conçu ont lancé un autre message à une autre catégorie d'individus de pouvoir, effectivement, exécuter une basse besogne qui n'ont pas le courage d'assumer. Et ceci est dangereux parce que ça paraît très risible, puisqu'on vous dirait, mais ils sont déjà dans l'espace Schengen, ils sont sous protection. Mais il n'y a pas longtemps, pas très longtemps, le pasteur Ngoï Mulunda, que peut-être vous ne connaissez pas, avait les statuts des réfugiés en Zambie, mais il a été kidnappé et ramené sur les territoires congolais. Donc cette mesure est extrêmement dangereuse parce qu'elle s'est appliquée ailleurs, auprès des personnes qui avaient les statuts objectivement comparables à celui de nos clients. Et malheureusement, au moment où nous vous parlons, le pasteur Ngoï Mulunda est entre les mains des services du régime Tshisekedi. Il n'y a pas longtemps, ici en Belgique, des personnes caractérisées par leur hostilité au régime, qui ont un discours extrêmement hostile, se sont retrouvées être agressées physiquement devant leur domicile. Je cite le cas du musicien Boketchou. Mais il n'y a pas encore longtemps, grâce à la vigilance de mon confrère Alexis Dessoif, son client Pero Louara et un autre politicien congolais opposant, Franck Diongo, ont échappé à un guet-apens. C'est pour vous dire que si, jusqu'ici, cet appel à la délation et à la mise à prix des têtes se faisait de manière clandestine, cette fois-ci l'État congolais l'a assumé par les biais de son ministre de la Justice et a en plus conditionné cela par une récompense. Et ça, c'est dangereux. Et c'est là où j'aborde les derniers points de mon propos. Outre son illégalité, outre sa dangerosité, cette mesure a des conséquences. Elle l'a d'abord sur M. Constant Moutamba. Cette mesure ne pourra pas rester impunie. Elle engage sa responsabilité pénale personnelle. Dès qu'il y aura un moindre acte d'exécution, il importe peu que cela aboutisse ou pas. S'il y a une tentative de porter atteinte à la liberté de nos clients, à leur intégrité physique, voire à leur vie, M. Constant Moutamba doit savoir qu'il sera pénalement tenu pour responsable parce que c'est lui le donneur d'ordre et qui a endossé cette mesure illégale, arbitraire. Et que les statuts dont bénéficient nos clients les met sous protection internationale et que porter atteinte à cela du fait même de la vindicte du régime qu'il incarne engage sa responsabilité pénale personnelle. Donc il est impérieux, et je sais que mon confrère Alexis Dessoif va faire allusion à toutes les mesures qui sont prises sur le plan pénal par rapport à cet agissement. Nous quittons un comportement d'un État civilisé qui se met dans le cadre de la normativité internationale pour avoir des comportements voyous d'individus qui utilisent le pouvoir de l'État pour régler des comptes à des personnes qui ne pensent pas comme elles. Et ça, c'est inadmissible et ce comportement doit être pénalement sanctionné. Et par ailleurs, ça engagera aussi la responsabilité de l'État congolais par l'entremise de toutes celles et ceux qui auraient pu empêcher que cette iniquité puisse prospérer et qui malheureusement regardent ailleurs ou souhaitent secrètement qu'elle puisse avoir lieu. Ce que nous empêcherons absolument. Raison pour laquelle nous lançons cette alerte, nous mobilisons l'opinion parce que la vie de 2 journalistes est en danger du fait d'avoir dénoncé les dérives d'un État autoritaire qui se comporte aujourd'hui en État voyou. Merci, cher confrère, pour ces explications, pour ces précisions et qui montrent toute la problématique du point de vue congolais par rapport à ce double communiqué du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est toujours particulier d'alerter la presse
quand il s'agit de journalistes qui sont en danger. On se sert du cher confrère ici, de ce côté-ci de la table, mais en fait, nous parlons aujourd'hui de vos confrères qui font leur travail de journaliste. Chacun avec ses méthodes, chacun avec son style, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais c'est avant tout un travail de journaliste qui est visé. Et ce travail de journaliste mène aujourd'hui à cette mise à prix. On se croirait au Far West, Dead or Alive, 4 millions de dollars. Et le deuxième communiqué qui, rien de moins que cela, fait une saisie immobilière sur les biens de mon client, M. Pero Luara. Pero Luara est un journaliste qui a été reconnu réfugié par la Belgique en septembre 2024. Nous savons comment la Belgique procède pour les examens des demandes d'asile et que le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié sur base de la Convention de Genève est assez faible en Belgique. L'examen est rigoureux et il faut vraiment démontrer que dans son pays, on craint pour sa sécurité, sa liberté, voire sa vie. Et Pero Luara a été reconnu réfugié. Il a été entendu pendant plusieurs heures au commissariat général aux réfugiés en ma présence. Et la réponse du commissaire général aux réfugiés, organe indépendant en Belgique, il a été reconnu réfugié sur base de la Convention de Genève. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Pero Luara obtient par ce fait-là un statut de protection en Belgique, un statut de protection par les autorités belges. Il est sous la protection des autorités belges. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que les autorités congolaises, qui savent qu'il est reconnu réfugié, qui savent qu'il est sous la protection des autorités belges, ont cette témérité de lancer comme ça sur les réseaux sociaux un communiqué qui met sa tête à prix pour 4 millions de dollars. Comme je l'ai dit en guise d'introduction, on utilise l'argent des Congolais pour asseoir son pouvoir et pour sécuriser son pouvoir et faire taire les voix dissidentes. Cette initiative du ministre Constant Mutamba n'a pas pu se faire sans l'aval et sans l'accord du président Tshisekedi. C'est un acte de défiance et de provocation vis-à-vis des autorités belges, dont ce même président Tshisekedi demande par ailleurs le soutien dans la situation problématique dans laquelle il s'est mis. Alors, je vous avoue que je ne comprends pas. Soit c'est de la bêtise politique et un manque de flair politique. Je n'exclus pas du tout cette possibilité au fur et à mesure qu'on côtoie le président Tshisekedi. Soit c'est quelqu'un qui est tellement sûr, à tort ou à raison, du soutien indéfectible de la Belgique, tel qu'on l'a vu après l'élection, la dernière élection, où la Belgique s'est réjouie, l'a félicité de son élection, ce qui est toujours particulier de prononcer ces mots pour un président qui n'a jamais gagné une seule élection. Mais c'est extrêmement surprenant que des autorités congolaises qui ont besoin et qui implorent le soutien de la Belgique se permettent de poser des actes qui mettent en danger des personnes que la Belgique a décidé de protéger. C'est complètement illégal et ce n'est pas cohérent. Alors, nous avons entrepris différentes démarches pour protéger nos clients. Une de ces démarches, c'est qu'une plainte a été déposée contre X. Il ne faut pas chercher longtemps, ni être Sherlock Holmes pour voir qui est derrière le X.
plainte a été déposée contre X. Le parquet fédéral est alerté. Le commissariat général aux réfugiés est informé des agissements des autorités congolaises contre des personnes et contre Pero Luara qui a été protégé par la décision du commissariat général aux réfugiés. Et à côté de cette mise à prix, ce communiqué du ministre de la Justice, je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui la nouvelle qui est tombée hier, c'est que Pero Luara fait face maintenant à une plainte pénale avec constitution de partie civile en Belgique d'un autre ministre du gouvernement congolais, M. Didier Boudimbu Tumbuanga, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, du chef de calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante. Je vois des journalistes dans la salle qui devraient commencer à se méfier parce qu'ils pourraient très rapidement faire l'objet de plaintes pour les mêmes faits, calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante, simplement parce qu'ils relatent la vérité après un travail d'enquête sur les agissements des autorités congolaises. Je rappellerai aux plaignants le ministre des Sports, ancien ministre des Hydrocarbures, sauveur de ma part, avec un passé qui pose quand même quelques questions. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurai peut-être une plainte du chef de calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante à mes guêtres et je devrais aller m'expliquer auprès du bâtonnier alors que je fais mon travail d'avocat. Mais je rappellerai à ce ministre des Sports qui a peut-être vu ses compétences en matière sportive, perdu ses réflexes état de droit et justice, que la jurisprudence clairement établie de la Cour européenne des droits de l'homme consacre ce qu'on appelle, ici en Europe, la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, qui est consacrée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, protège les propos, et je cite, « qui choquent, qui heurtent et qui blessent ». Alors certes, il a peut-être été choqué, heurté, voire blessé par des propos tenus par mon client qui a fait son travail de journaliste, mais ne dit-on pas souvent qu'il n'y a que la vérité qui blesse? Et donc je lui rappelle et je le renvoie vers cette jurisprudence-là, ce que nous irions expliquer aux enquêteurs qui veulent, parce que c'est une plainte avec constitution de partie civile, entendre mon client dans les prochains jours. Et je rappellerai que, sauf erreur de ma part, mais je dis ça sous votre contrôle, que M. Didier Boudimbu Tumbuanga ne doit pas oublier que, et je redis sauf erreur de ma part, il a la nationalité belge. Je vois qu'on confirme dans la salle, ce qui fait que la Belgique et la justice belge est compétente pour juger des crimes qui seraient commis à l'étranger ou au départ de l'étranger pour le juger même en son absence. Il peut le voir comme un avertissement, mais je pense que, et on l'a vu dans le passé, de nombreuses autorités congolaises ont oublié, lors de leur retour à Kinshasa, de renoncer à leur nationalité belge, ont cru qu'ils avaient toujours la nationalité congolaise, alors que, et c'est étonnant qu'un avocat belge doit leur rappeler, la nationalité congolaise est une et indivisible. Si on obtient une autre nationalité, on perd la nationalité congolaise. Et ce n'est pas simplement parce qu'on retourne au pays et qu'on renonce, même devant ses propres autorités, à sa nationalité belge, qu'on perd la nationalité belge et qu'on récupère la congolaise. Non. On ne peut renoncer à la nationalité belge que devant les autorités belges, à savoir l'officier d'état civil de sa commune de résidence en Belgique ou éventuellement l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa. Tout autre acte de renonciation, même publié au journal officiel, et j'en ai vu des publications qui m'ont bien fait sourire, journal officiel congolais, c'est juste de la blague. Et donc, on l'a vu avec l'ancien patron de service de renseignement militaire, l'ex-DEMIAP,
le général Christian Daiwel, qui a la nationalité belge et qui est poursuivi en Belgique pour des crimes commis au Congo. Et visiblement, il y en a d'autres, et personne à Kinshasa ne tire les leçons des mésaventures, de la mésaventure du général Christian Daiwel. Je terminerai encore en disant que, et à vous je ne vous apprends rien, que les journalistes bénéficient d'une protection dans leur travail, protection reconnue par la Convention internationale des droits civils et politiques, protection reconnue par un nombre important de résolutions des Nations Unies, que ce soit du Conseil de sécurité, que ce soit de l'Assemblée générale des Nations Unies ou des différentes instances onusiennes, et que s'attaquer à des journalistes, comme je l'ai dit au début en guise d'introduction, en dit souvent plus sur les personnes ou les autorités qui s'attaquent aux journalistes que sur les journalistes visés par ces attaques. Voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions de la salle, et je vois déjà tout de suite des doigts se lever. La parole est à vous, je ne sais pas s'il y a... Parce que pour le streaming, ce serait bien que... Il y a un micro baladeur qui va arriver. Merci. Pour que les personnes qui nous suivent en streaming puissent entendre aussi les questions. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, c'est vous avez esté en Pierre Benazer, RFI. Vous avez esté en justice. Est-ce que vous avez fait des approches politiques auprès des autorités belges pour avoir une réaction plus politique que judiciaire? Je pense au ministère, enfin au service public fédéral des affaires étrangères. L'autre question, vous parliez tout à l'heure d'un signe de désespoir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi des dissensions au sein du clan présidentiel actuellement? Alors, sur les autorités politiques en Belgique, effectivement, on se réserve la possibilité de solliciter un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères. À ce stade-ci, nous avons privilégié la voie pénale, le parquet fédéral et le commissaire général aux réfugiés. Mais dans les jours à venir et après cette conférence de presse où nous avons voulu rendre publiques ces menaces avant toute démarche politique, le but c'était de rendre publiques les menaces, la mise à prix, la prime, toutes ces œuvres mises en place par le cabinet du ministre d'État, par le ministre de la Justice et le garde des Sceaux en personne, et la plainte du ministre des Sports qui vise donc les journalistes, mais effectivement des contacts politiques sont prévus. Pour la deuxième question sur les dissensions du cabinet, je pense que mon confrère est beaucoup mieux placé que moi pour répondre avec les informations dont lui disposerait. Merci, j'ai risque de vous décevoir, bien au contraire. S'il y a des dissensions dans la famille politique ou biologique du président Tshisekedi, je serai les derniers à être au courant, puisque je suis plutôt du côté de l'opposition. D'autres questions? Merci beaucoup pour la parole. Je suis Freddy Rovonangiza. Je suis journaliste. Je viens de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai trois simples petites questions. La première est de savoir, les États européens qui protègent les journalistes Piero Loara et M. Irengue ont-ils pris des mesures donc spécifiques pour garantir leur sécurité après cette annonce? Et la deuxième est de savoir, selon vous, quel est le véritable objectif du gouvernement congolais en lançant cette chasse à l'homme? Et la troisième et la dernière est de savoir quelles pourraient être les répercussions diplomatiques entre la RDC et les pays européens qui protègent ces journalistes. Donc. Merci beaucoup.
Premièrement, s'agissant de Baelengue Irengue, dès que ces communiqués a été rendu public, effectivement, il s'est rendu auprès des autorités du pays dont il a la protection et il a été pris en charge. Alors, effectivement, on ne peut pas en dire plus. C'est lié à sa propre sécurité. Il a été pris en charge. Nous ne savons pas cette prise en charge prendra combien de temps, mais il est important d'associer l'opinion au fait qu'aujourd'hui, sa vie est en danger et que ça engage la responsabilité de ceux qui ont mis sa tête à prix. Donc ça, c'est pour ce premier volet-là. Alors, le véritable objectif du gouvernement, sans entrer dans leur tête, c'est de déterre toute dissidence. Comme on le dit, c'est un régime aux abois, c'est un régime qui fonctionne par la corruption, qui essaye de pouvoir avoir une presse stipendiée, qui soit une presse de propagande. Et donc, dès que les journalistes essayent un peu de s'affranchir, ils ont du mal à fonctionner sur les territoires nationaux. Et lorsqu'en plus, ils parviennent à quitter les territoires nationaux et continuer leur activité professionnelle, ils finissent par se faire menacer. Et aujourd'hui, on met leur tête à prix. Parce que lorsque vous lisez ces communiqués, en ce qui concerne Baelengue comme Pero Luara, aucun fait pénal ne les concerne. Ils n'ont jamais été convoqués en justice, ils n'ont jamais été jugés. Et tout à coup, un ministre de la Justice intègre leur nom dans un communiqué et les traite de complices d'un mouvement armé, de manière cavalière, avec des involtures. Mais si on lui dit quel est le dossier pénal qui soutient de telles allégations, il n'en a pas. Et si même il y aurait eu un dossier pénal, ça les rendrait d'autant plus incompétents à s'occuper de cela, parce que quand l'affaire est entre les mains de la justice, il y a la séparation de pouvoir dans un État démocratique, fait que l'autorité politique prend des distances. Donc nous sommes vraiment dans l'arbitraire caractérisé. Alors, le dernier élément, vous me parlez des répercussions. Je pense que le monde et le droit international est régi par des textes et des principes. La protection des droits de l'homme, la protection de la liberté d'expression, la protection de la liberté de la presse sont des valeurs cardinales, surtout dans l'espace Schengen où se trouvent nos clients. C'est ça qui a bâti cette civilisation. Et donc, c'est des valeurs qui sont universelles et qui ont vocation à les demeurer. Ce serait une capitulation morale grave si aujourd'hui, des journalistes qui ont cru à la liberté, qui ont cru à l'universalité de ces valeurs, ont eu la protection de ces États et se retrouvent à l'abandon parce qu'un régime renégat et scélérat a mis à prix leur vie uniquement parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Donc je crois qu'au-delà des répercussions diplomatiques, pour moi ce serait carrément, mais c'est une opinion personnelle, une capitulation morale inouïe et une renonciation aux valeurs qui font de l'Occident quand même le porte-étendard d'une certaine universalité de ce qui constitue la liberté de l'être humain. Oui, effectivement, et j'ai expliqué les mesures prises vis-à-vis des autorités belges qui sont importantes, vu le statut de protection qui a été accordé par les autorités belges, pour que le parquet puisse, le cas échéant, agir et organiser la protection. Et nous sommes inquiets parce que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux il y a quelques mois des photos alors qu'à ce moment-là, Pero Luara était en procédure, n'était pas encore protégé par le statut la reconnaissance du statut de réfugié. Et des photos sont apparues de Pero Luara sur les réseaux sociaux, dans les locaux même de l'Office des étrangers où il demandait l'asile. Et puis, également dans les rues de Bruxelles, où il était avec un autre opposant, Franck Diongo. Et cela veut dire que, clairement, ils sont suivis sous surveillance, voire ciblés. Et puis vient s'ajouter à cela cette promesse de 4 millions de dollars pour toute personne qui pourrait mener à l'arrestation
voire autre chose, de Perro-Luara. Et des montants aussi astronomiques peuvent évidemment tenter le diable, si je puis me permettre l'expression. L'objectif de l'État congolais, mais c'est comme me l'a dit mon confrère, discréditer totalement les deux journalistes, vu le communiqué 083 où la récompense de 5 millions de dollars est offerte à toute personne permettant l'arrestation des condamnés Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga. Et dans l'alinéa suivant, tout de suite une promesse de 4 millions de dollars accordée pour toute information menant à l'arrestation de leurs complices en fuite, notamment Perro-Luara et Irenge Baelenge, ainsi que d'autres individus recherchés. Je ne sais pas quelle est la ligne budgétaire qui a été prévue pour ce poste-là dans le budget de l'État congolais, mais quand on voit d'autres individus recherchés, ça fait beaucoup de monde. Discréditer totalement les deux journalistes, les mettre en danger, les faire taire. Sur les répercussions diplomatiques, comme je l'expliquais, elles peuvent être très fortes, parce que cela veut dire que des membres du gouvernement congolais se moquent ouvertement du gouvernement belge et de la Belgique qui a accordé la protection, notamment à Perro-Luara, avec ce statut de réfugié, parce qu'on estimait, à juste titre, qu'au Congo, il risquait sa liberté, sa sécurité, voire sa vie. C'est pour ça qu'il est protégé. Et malgré cela, l'État congolais, au lieu de la mettre en sourdine, de rester discret, continue cette véritable chasse à l'homme en lui mettant cette cible dans le dos avec cette promesse de 4 millions de dollars sur sa tête. Je serais effectivement très intéressé de savoir comment, lors d'un prochain entretien de haut niveau, notre ministre des Affaires étrangères, lors de ses contacts avec son homologue congolais, voire avec le président congolais, réagira face à ce que j'ai appelé cette défiance, voire cette provocation vis-à-vis des autorités belges, dont par ailleurs le président Tshisekedi demande le soutien inconditionnel. Oui, bonjour à Chou Ngengi, je suis là devant vous, Vukala Label. La question me torture quand même par rapport, je dirais, à la contradiction notoire que témoigne l'agissement du gouvernement en place. Et par rapport au droit international, quels sont les leviers que les actions que vous allez faire peuvent avoir sur ces gouvernements-là qui n'écoutent rien, qui n'entendent rien? Et en exemplaire, je peux citer l'acharnement qu'il y a eu sur Jamal Khashoggi, qui, malgré toutes les défenses internationales, n'ont rien pu arrêter cet incident-là. Donc là, nous retrouvons deux personnes qui sont cibles. Et que pouvons-nous faire, nous, presse ou vous, légalistes, pour arrêter cette action qui est menée? Je vous remercie. Alors, déjà, moi, j'ai déconseillé à mes clients de commettre l'imprudence de Jamal Khashoggi à rentrer à l'ambassade de la RDC. Ça, c'est déjà ce qu'il ne faut pas faire, parce que l'une des raisons pour laquelle on sollicite la protection d'un État étranger, c'est parce qu'on encourt soi-même la vindicte de l'État dont on est ressortissant et qui, de ce fait, vous oblige à solliciter une protection extérieure. La deuxième chose, c'est ça que nous sommes en train de faire, c'est vous alerter, parce que, comme l'a dit mon distingué confrère, c'est la presse qui est en danger, fondamentalement. Et par-delà la presse, la démocratie au Congo qui est dans une dérive inouïe. Mais si, en plus, on est en mesure de poursuivre ceux qui ont sollicité une protection à l'étranger et de mettre leur tête à prix, en violation même des lois congolaises, et que cela s'exécute, ou cela s'est fait
sans une réaction officielle des autorités qui ont assuré cette protection, alors effectivement, nous sommes dans une situation où il y a, à défaut d'une tolérance inouïe, une complicité caractérisée. Et tel ne peut pas être le cas parce que si ces personnes sont ici, c'est parce qu'ils croient que nous sommes dans des États qui respectent leurs propres lois et qui assurent la protection des persécutés conformément aux conventions internationales. Et au demeurant, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à alerter, et il faut continuer à s'assurer que vos confrères, nos clients, sont toujours dans leur intégrité physique et que cette menace scélérate doit cesser parce que c'est un acte totalement illégal. Effectivement, la meilleure manière, c'est d'en parler, c'est que les journalistes dénoncent ce qui arrive à leurs deux confrères. Et moi, en tant qu'avocat, je rappellerai aux autorités congolaises, et en particulier au ministre de la Justice du Congo, je le renverrai à ses études, et notamment aux études des traités internationaux, la Convention de Genève, la Convention internationale relative au statut de réfugié de 1951, dans son article 16, qui octroie aux réfugiés reconnus les mêmes droits qu'un national du pays où il a obtenu la protection. Donc en d'autres mots, M. Perrault-Louara, étant reconnu réfugié par les autorités belges, a les mêmes droits, notamment au niveau de l'accès à la justice, de la protection, qu'un national. Et donc, le gouvernement et les autorités congolaises qui s'en prennent à Perrault-Louara, ils s'en prennent à une personne qui est sous la protection de la Belgique et qui a les mêmes droits qu'un national. Je pense que en signant ce communiqué 083, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a un peu oublié la base et ne s'est pas rendu compte des conséquences de son acte. Au niveau personnel, vis-à-vis de Perrault-Louara et des personnes, peut-être, où ça c'était l'objectif, d'organiser cette chasse à l'homme, de mettre sur pied cette chasse à l'homme pour cette prime, mais vis-à-vis des conséquences, vis-à-vis des autorités belges et de ce que ça implique, de ce que ça veut dire par rapport aux autorités belges, dont par ailleurs, il mendie le soutien. Encore des questions ou des observations? Un mot de la fin, une conclusion? Eh bien, je vous remercie infiniment, sous réserve de compléments de mon confrère, pour avoir disposé de votre temps. Et aussi, je crois que nos clients qui sont en train de nous suivre en ce moment sont rassurés que notre appel, c'est une alerte. Et cette alerte, elle est vraiment sérieuse. Elle l'est parce que, comme je vous l'ai dit, sans refaire une autre conférence, elle a été exécutée ailleurs, dans d'autres circonstances, mais dans des circonstances objectivement comparables. C'est le cas du pasteur Ngoï Mulunda qui avait les statuts des réfugiés, qui pensait être à l'abri à l'étranger et qui se retrouve encore aujourd'hui dans les geôles des services du régime Tshisekedi. D'autres personnes ici en Belgique ont été agressées physiquement alors même qu'elles pensaient être à l'abri de la vindicte du régime congolais dans un État qui assure la sûreté et la sécurité de personnes. Donc 4 millions de dollars, c'est une somme extrêmement tentatrice et c'est vraiment coller la cible sur la tête et sur le dos de nos clients. Et il est important d'alerter. Et merci pour tout ça. Merci, chers confrères. Effectivement, je pense que vous avez compris que la situation est très grave, personnellement pour nos clients, mais ce nouveau cas, ce nouveau dossier, cette nouvelle conférence de presse ici au Presse Club est à mettre en lien, avec nos alertes précédentes et les dossiers précédents, dont certains ont été évoqués dans les mêmes locaux ici.
la détention, l'arrestation, la détention de Salomon Kalonda, à l'époque, la fuite du pays et la reconnaissance du statut de réfugié de Franck Diongo, l'assassinat, et j'utilise le mot, de Chérubin Okende, tous ces dossiers doivent être vus ensemble dans une continuité des agissements d'un régime autoritaire prêt à tout pour conserver le pouvoir. Et je ne reviendrai pas sur l'élection, pour conserver le pouvoir en utilisant et en s'appropriant l'argent des Congolais via l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Je vous remercie.